Donc hier, quand j'apprends ce qui se passe à Bruxelles, en marge d'un match de foot, encore une fois, vous voyez, on est toujours dans des similitudes. Ouais, ça a été un peu compliqué. Bonjour Bruno. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vais être très honnête, on devait se voir dans 2 semaines et malheureusement l'actualité a fait que je vous ai demandé de venir avant. Parce que malheureusement ce qu'on est en train de traverser en ce moment, vous l'avez connu de très près. On va en parler au cours de cette émission, on va d'abord parler d'actualité, mais je tiens à le dire puisque vous avez écrit un livre avec Anthony Verdeau-Bellaval sur la joie comme vengeance, puisque vous avez vécu les attentats de très près, c'était ceux de 2015 au Bataclan. On en reparlera tout à l'heure, mais avant, puisque dans ce livre vous parlez justement de la réactivation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu un traumatisme, il peut arriver dans le temps que des choses fassent revenir ces sensations. Qu'est-ce que vous avez pensé avant-hier encore, quand on a découvert l'attentat en Belgique, la semaine passée à Arras en France, encore un professeur qui a été assassiné, et puis en Israël, il y a une semaine, un attentat aussi qui a coûté la vie notamment à 22 Français, 11 disparus, on le sait depuis hier. Qu'est-ce que ça vous a fait ? C'est-à-dire que, alors, pour commencer, le 7 octobre, moi, c'est le jour de mon anniversaire. Quand le matin, je me lève, je vois les informations et je ne comprends pas trop ce qui s'est passé en fait. Il a fallu que je voie les images, alors je crois que c'est chez Brut, je vois les images de ces parachutages, de ces gamins qui dansent avec derrière les parachutages, et malheureusement, moi je connais la suite, et eux... Et après, vous voyez ces images plus tard, ces images de camps enchevêtrés. Et là, par contre, tout ça fait une résonance tout de suite. C'est-à-dire des gens qui viennent armés pour tuer des gens qui s'amusent. C'est exactement ce que moi j'ai vécu. Qui sont en plus devant un concert. Voilà, un concert. Et c'est vraiment, là, franchement, c'est une réminiscence. C'était un peu... Ça commençait déjà à taper dur. Le soir, je recevais des amis à la maison, dont 3 personnes en plus de moi qui étaient aussi au Bataclan. Et, dont 2 qui ont été blessés physiquement, très lourdement d'ailleurs, une. Et donc, en fait, le soir, on en a parlé entre nous et on essayait un peu de prendre de la distance, mais déjà, ça commençait un peu à... Voilà, c'était assez dur en fait, parce qu'effectivement, ce côté, les jeunes s'amusent et on leur tire dans le dos, nous on a vécu ça et c'est vraiment tout de suite, c'est un rappel en fait. Et puis Arras, c'est dur parce qu'on était à quelques jours de l'anniversaire de la mort de Samuel Paty. On était un vendredi 13. Et effectivement, tout de suite, ça a fait très fort aussi. En plus, on a encore des images, quoi. C'est ça qui est dingue. On a encore des images. On voit ce mec qui rentre dans la cour de l'école où les gens veulent l'arrêter. Enfin, tout de suite, ces images sont très dures et très fortes, mais bon, à un moment donné, je pense qu'on a besoin de les voir aussi, malheureusement. Donc ouais, déjà, vendredi, c'était compliqué. Moi, je dors pas bien depuis peut-être 10 jours, en fait. Depuis le 7, en fait. Je dors pas bien. Quand j'étais au Bataclan, j'étais accoudé à une jeune femme qui était derrière moi, Edith, et j'étais sur mes 2 coudes, et donc je me suis créé une tension entre les 2 omoplates. Pendant des années, j'avais un mal insurmontable. Je pouvais des fois pas porter de sac à dos, ça me faisait un mal de chien. C'est le corps qui n'oublie pas, en fait. Ouais, c'est la mémoire du corps. Moi, je connaissais pas ça. Donc, comme j'ai pas voulu prendre de médicaments, de décontractants, j'ai rien voulu prendre. J'ai pas voulu prendre de drogue ni d'alcool. Alors, avec du sport, avec des fois des massages, mais bon, c'était long. Et après le procès, par contre, en 2022, ouais, ça, 22, c'est parti. C'est parti progressivement et c'est parti définitivement. Or, depuis vendredi, c'est revenu. Et j'ai une douleur qui a commencé entre les 2 omoplates et qui aujourd'hui vient et qui est dans le haut du bras. Donc quand je suis dans le lit le soir allongé, je ne peux pas me tourner, ça me fait mal. Enfin voilà, c'est comme ça. Je vis avec. On reparlera du traumatisme tout à l'heure. Mais si on reste vraiment sur ce qui se passe en ce moment, quel est votre regard de la situation ? Est-ce qu'il y a de la colère aussi ? De se dire ça arrive encore ? De la colère, il n'y en a plus parce qu'en plus, j'essaie de ne pas en faire mon moteur. Alors c'est un vrai combat, parce que la colère, je vous garantis que malheureusement... ça vous bouffe un peu, ça vous bouffe de l'énergie, mais ça vous bouffe beaucoup aussi votre vie, en fait, pour plein de sujets. Donc j'essaye de ne pas avoir de la colère, mais en fin de compte, moi, c'est surtout... je me demande comment ça se fait que 8 ans plus tard, on soit toujours au même point, en fait. Là hier, c'était Bruxelles, et Bruxelles, pour moi, c'est un moment important de ces 8 dernières années, parce que moi, de novembre à mars, j'étais en sidération, c'est-à-dire que de 2015 à 2016, j'étais en sidération, donc on me racontait des trucs et je racontais ce que j'avais vécu, mais comme un film. Moi, j'avais une certaine distance avec ce truc. Ouais. Je me considérais pas comme une victime d'attentat. Je n'arrivais pas à dormir, mais c'était pas très grave. J'étais pas dans ce truc-là. Et les attentats de mars 2016 à l'aéroport, sachant que c'était encore Salah Abdeslam, en tout cas, c'est lui qu'on cherchait et que lui était dans le corps du truc. Moi, d'un seul coup, c'est là que je suis devenu une victime d'attentat. C'est ce jour-là. Donc hier, quand j'apprends ce qui se passe à Bruxelles, en marge d'un match de foot, encore une fois, vous voyez, on est toujours dans des similitudes. Ouais, ça a été un peu compliqué. Et ce matin, je suis chroniqueur en grande gueule depuis un peu plus d'1 an, et ce matin, on en a parlé. Ouais, effectivement, pour moi, hier, Bruxelles, ça a été...
je ne peux pas dire la cerise sur le gâteau parce que j'ai bien peur que malheureusement on va rajouter des cerises dans les jours qui viennent, quoi. J'ai bien l'impression, en fait, c'est pas de la peur, mais moi je pense qu'on est dans une sale période, ouais. Une sale période où à un moment donné, beaucoup de choses vont sortir. Et avant de parler de ce qui vous est arrivé et de rentrer dans le sujet du livre, le traitement médiatique, vous le disiez, vous étiez chez RMC, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le trouvez? Vous le trouvez qu'il est au niveau? C'est compliqué parce que souvent ceux qui en parlent, enfin, la veille ils parlaient du prix de l'essence, le lendemain ils parlent de ça, puis le surlendemain ils parleront d'autre chose. Enfin, c'est un peu compliqué. Or, il y a des gens qui pourront vraiment en parler. Moi j'ai vécu le procès de l'intérieur pendant 10 mois, j'ai quasiment été là-bas tous les jours. On a entendu des policiers, on a entendu des juges, on a entendu des juges antiterroristes, antiterroristes belges, on a entendu des policiers belges. Enfin, il y a eu beaucoup de choses de dites qui, aujourd'hui, commencent à sortir parce qu'il y a eu des bouquins qui ont été faits dessus et tout. Et en fait, on sait des choses et on se rend compte, en fin de compte, de ce qu'on a entendu. Le manque de moyens de la justice, le manque de moyens de la police, le fait qu'à un moment donné, les gens se sont désemparés devant ça, et même au plus haut niveau de l'État, fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec la même situation, en fait. Et c'est en se disant, et nous, on se dit, mais depuis 20, on pourrait même dire depuis Mera, en fait, depuis 2014, enfin, dans 2012, depuis 2012, en fin de compte, on a l'impression que rien n'avance. Rien n'avance, et malheureusement, on se retrouve aujourd'hui avec une banalisation des attentats. Un truc, moi, qui me choque en ce moment, par exemple, c'est que le peuple israélien a été touché dans sa chair. Le peuple gazaoui est touché aussi dans sa chair parce que malheureusement, eux aussi sont pris en otage par le Hamas. Et il n'y a pas une marche. Il n'y a pas une marche de la paix, par exemple. Pour qu'à un moment donné, déjà, on réunisse ces deux peuples et ces deux communautés en France, qu'on les réunisse, parce que c'est deux communautés qui sont touchées. Il n'y a pas une marche de la paix. Là, il y a une minute de silence hier pour le professeur Bernard. Effectivement, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'à un moment donné, il y a une vraie prise de conscience? Est-ce qu'on n'aurait pas dû, à un moment donné, hier figer cette journée d'école pour que les profs d'histoire de chaque lycée, chaque collège, prennent les enfants et leur expliquent alors un peu pourquoi Gaza, pourquoi cette histoire là-bas, pourquoi les attentats, le terrorisme, qu'est-ce que ça fait? Enfin, faire venir peut-être des victimes d'attentats. Il y avait des choses à faire. Et on fait rien, en fait. Et on se tait pendant une minute alors qu'il faudrait parler pendant des heures. Voilà, c'est ça, il faudrait parler pendant des heures. Et après, et pas reprendre le cours de notre vie comme ça, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on banalise ça. Et on voit des gamins ce matin, nous, on a vu une gamine de 11 ans qui a écrit sur sa feuille qu'on ne comprenait pas pourquoi on faisait une minute de silence parce qu'il y avait des millions de morts en Palestine, quoi. Et pourquoi on s'occuperait d'un prof qui meurt en France? Est-ce que c'est grave? Et toutes ces choses-là, on se dit, mais à un moment donné, ça va jamais s'arrêter. Et puis, comme on n'a pas fait ce devoir du travail de l'histoire, ce devoir un petit peu d'éducation aussi, parce que moi, je suis convaincu, hein, et c'est ça qui me donne encore l'espoir, mais je suis convaincu que pour, à un moment donné, aussi enrayer cette spirale infernale de la violence et tout, il faut éduquer. Parce que, on le voit encore, la plupart des gens qui font des actes de terrorisme ne sont pas éduqués. Et ceux qui sont beaucoup éduqués, qui sont des lettrés, à un moment donné, ça freine. On l'a vu, nous, au procès. Ouais. Les plus lettrés, les plus intelligents n'ont pas réussi à faire des attentats après, une fois qu'ils sont arrivés sur le sol européen. Par contre, ceux qui étaient le moins intelligents, le moins lettrés, on le voit, hein, enfin, Salah Abdeslam, je vous garantis, c'est pas une lumière. Voilà. Alors, lui, il peut passer à l'acte parce qu'en plus, il est lâche, en plus de pas être intelligent, mais d'autres ont réussi à le faire parce qu'à un moment donné, ça se déconnecte. Et je le disais, vous avez participé en fait à ce devoir de mémoire et en tout cas raconté ce qui vous est arrivé dans un livre, La joie comme vengeance aux éditions Michel Lafon. Un livre bouleversant, évidemment, puisque vous racontez ce qui vous est arrivé, on va y venir. Et un livre bouleversant parce qu'on voit aussi toute la difficulté quand on n'a pas, je vais le dire vulgairement, mais pris une balle, ou en tout cas quand la blessure n'est pas physique et n'est pas visible, la difficulté de prouver qu'on est aussi une victime de ce qui s'est passé. Vous allez nous le raconter au niveau santé mentale, c'est un parcours du combattant. Ouais. Et en plus, alors ce qui est bien, à ce moment-là, les portes sont ouvertes pour nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais à l'hôpital Tenon suivre une psychothérapie. C'était ouvert, il y avait un service qui nous accueillait. Enfin, on avait quand même beaucoup d'outils à notre disposition. Sauf que c'est des outils, pour vous en servir, il faut quand même avoir une vraie démarche et avoir un vrai engagement dans votre démarche. Sauf qu'au départ, vous y allez, vous ne savez pas trop pourquoi vous mettez les pieds, en fait. Et en fin de compte, on avait des outils, mais l'engagement qu'on doit nous mettre là-dedans, victimes, proches de victimes aussi, qui sont des victimes collatérales, c'est le mot, ils appellent ça des victimes par ricochet, le mot judiciaire, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. En fait, vous avez besoin de vous y mettre, mais sauf qu'au départ, vous n'arrivez pas à vous y mettre, effectivement. Par contre, on avait des outils, on avait beaucoup d'outils, et aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux que la vie est un peu plus légère aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a bientôt 8 ans,
parce que j'ai été aidé, parce que voilà, mais parce qu'il a fallu aussi que moi je fasse un travail important sur moi en fait. Il y a des syndromes qu'on connaît, hein, le syndrome post-traumatique, on le connaît dans pas mal de situations. Il y a d'autres types de syndromes, notamment celui de l'usurpateur presque, en tout cas de la victime qui ne se reconnaît pas en tant que victime. Est-ce que vous pensez que la société elle a vraiment du travail à faire sur cette partie-là? Oui, et en plus, en France, on est vraiment en retard. Parce que si vous prenez les pays anglo-saxons, il y a un vrai travail là-dessus, en fait. Ouais. Moi, j'ai su ça après, parce qu'en plus, j'ai été contacté par des Canadiens sur ce sujet-là. Eux, ils ont un vrai travail là-dessus, par exemple, sur la justice restaurative, qui fait qu'à un moment donné, vous allez parler, alors pas forcément avec les terroristes qui vous concernent. Mais en tout cas, des gens qui ont pu commettre le même type de... Ouais, c'est ça. Alors, vous êtes reconnu, vous, comme une victime. Moi, par exemple, pour faire reconnaître ma compagne, il a fallu aller au tribunal parce que le fonds de garantie, qui est l'organisme paritaire, c'est-à-dire moitié État, moitié argent privé, qui doit indemniser les victimes d'attentats, mais pas que les victimes d'attentats, aussi les victimes d'accidents de la route avec des gens qui n'ont pas d'assurance, enfin bon, c'est tout un truc. Ne reconnaissez pas les victimes par ricochet qui sont nos conjoints, nos parents, nos proches, alors même nos enfants. Donc il a fallu faire un vrai travail. Donc vous êtes obligé de porter plainte contre un fonds de garantie alors qu'on vous avait expliqué qu'il serait là pour vous aider. Donc déjà c'est compliqué. Et puis après, le côté moi j'ai un syndrome réellement de l'usurpateur. J'ai un syndrome je me demande en quoi je suis une victime en fait, parce que j'ai pas pris de balles. Parce que moi je suis sorti du Bataclan, si vous m'aviez vu, j'avais juste du sang dessous mes chaussures. Mais j'étais rentré quasiment. Donc effectivement, il y a ça. Et puis après, à force d'avancer dans le temps et que vous commencez à voir ce qui s'est réellement passé, vous voyez des images, vous commencez à connaître des gens qui ont vécu des choses effroyables au sein du Bataclan. Vous demandez, vous, ça va quoi, vous sortez? Moi, je suis sorti normalement, je suis rentré chez moi, je suis rentré dans le Bataclan avec 2 amis. Je suis sorti avec une personne en plus, donc moi je dis tout le temps, on est rentré à 3, on sort à 4. Vous demandez de plus. Tu fais toujours partie de votre vie aujourd'hui? Oui, c'est vrai, ouais. Et en fait, voilà, donc en fin de compte, moi je me demandais à un moment donné, mais moi je suis pas une victime. Or, effectivement, Bruxelles m'a rappelé que j'avais vécu un truc lourd quand c'est arrivé en 2016. Et puis après, avec le temps, vous vous rendez compte quand même que vous êtes une victime. Et même un jour, moi j'avais un psychologue qui m'avait dit, vous savez, une victime qui a un syndrome post-traumatique et qui n'a pas été blessée physiquement, son syndrome est peut-être plus dur et sa résilience et sa reconstruction est peut-être plus dure que celle de quelqu'un qui a pris une balle, qui en fin de compte a des cicatrices physiques à penser. Et qui peut voir concrètement la... Voilà, et donc l'avancée. Voilà, vous commencez au début, et donc vous avez une vraie guérison physique. Or nous, effectivement, on n'a pas ça. Moi, je ne pourrais jamais dire ça. En fait, moi, je ne pourrais jamais dire que moi, ce que j'ai vécu, c'est plus compliqué ou pas. C'est compliqué, mais j'ai mes amis qui ont été blessés par balle. Je trouve qu'ils ont été beaucoup plus courageux que je ne pourrais jamais l'être. Mais en fait, oui, effectivement, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas ça. Alors moi, j'ai compensé ça avec le tatouage, et je ne suis pas le seul. Le nombre de personnes qui sont fait tatouer derrière les attentats de Paris, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on a tous été piqués par un virus. Moi, j'étais déjà tatoué avant, mais c'est vrai qu'après, c'est un peu de façon exponentielle. Mais effectivement, il faut quelque chose pour matérialiser cette douleur qui est en vous, mais qui n'est pas matérialisée en fait. Comme on parle parfois de blessure fantôme, d'un membre qui n'est pas là, et d'une douleur qui persiste. Et moi, le membre fantôme qui a été touché ce jour-là, et qui est mort ce jour-là, c'est un peu une partie de mon innocence. C'est une partie un petit peu aussi de ma joie de vivre que j'essaie de récupérer, que j'ai récupérée. D'où le titre du livre, en fin de compte, c'est ça, c'est qu'on était vers la lumière et la joie, mais en fin de compte, il y a quand même une partie de moi qui est quand même restée à l'intérieur, et moi, mon membre fantôme, en fait, c'est ça. Oui, mais par contre, c'est que du ressenti, c'est que des choses de l'intime, c'est pas quelque chose de physique. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de ce que vous avez vécu là-bas? Ça va être l'anniversaire, là, bientôt, le mois prochain. Qu'est-ce qui, chaque année, revient en vous et n'arrive pas à vous quitter? 132 victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 131 victimes reconnues. Il y a Guillaume, dont je parle dans le livre, qui s'est suicidé peu de temps, enfin quelques années après les attentats. Parce qu'il n'arrivait pas à passer au-delà de ce qu'il avait vécu. Et je me suis reconnu en lui, en fait, parce que même si moi, j'ai jamais eu de pensée suicidaire, ou alors elles étaient ça n'a jamais été aussi prégnant que lui a pu le vivre. Effectivement, moi, je me suis dit qu'à un moment donné, peut-être j'aurais été comme lui. Parce que quand vous dormez pas et qu'à un moment donné, dans votre cerveau, c'est que du noir, que du sombre, et que vous n'arrivez plus à avoir des traits de lumière là-dedans, vous demandez à un moment donné comment ça va s'arrêter. Et si des fois, pour s'arrêter, il faut un peu mieux que ça s'arrête définitivement pour tout. Donc effectivement, voilà, mais moi, ce qui me reste encore aujourd'hui, moi, c'est 132 victimes. Moi, je me lève pas, il n'y a pas une journée où je me lève, où je pense pas à eux, je pense pas à elles, et je me dis pas... je vous dis pas que j'ai un devoir d'exemplarité vis-à-vis d'elles, hein, c'est pas ce sujet, mais... C'est mon moteur, en fait. C'est mon moteur, et c'est pour ça que je ne refuse jamais d'invitation. C'est-à-dire que je viens vous voir, j'ai fait d'autres médias, je vais dans des écoles de journalisme par moment, l'autre fois j'étais à Sciences Po avec des étudiants, enfin,
n'importe qui me pose des questions là-dessus, j'en parlerai parce que je me dis déjà ça les fait vivre, ça fait vivre leur mémoire. Et en même temps, comme moi, mon objectif, c'est que ça se reproduise jamais. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est en plein dans la période où malheureusement, je crois que j'ai encore raté le truc. On a tous raté, mais on va recommencer pour essayer de arranger le truc. Je pense réellement que, ouais, il faut. Moi, j'essaie de faire vivre leur mémoire le plus possible. Et je pense qu'en parlant de ça, en essayant d'expliquer un peu aux gens ce qui s'est passé, et en même temps de s'expliquer aussi l'après. Parce que l'après, c'est des fois beaucoup plus dur que l'heure et demie qu'on a passé dedans. Malheureusement pour moi, en tout cas. Mais pour d'autres, je pense que c'était beaucoup plus dur à l'intérieur. Mais effectivement, moi, c'est les 132 victimes qui sont vraiment mon moteur, réellement. Et puis un moment un peu aussi inédit en France, c'était le procès. C'est la première fois qu'on organisait un procès de cette taille, de cette envergure. Un procès qui a duré très longtemps. Bon, il y a eu le Covid en plus qui n'a pas arrangé les choses. Mais un procès d'une ampleur, 2 pays, des accusés, malgré le fait que la plupart des assaillants ont été tués sur place le soir des attentats. Un procès dont vous avez voulu prendre part. Ça a été long. Il a fallu réfléchir. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle pas? Est-ce que j'y vais déjà? Qu'est-ce que vous en retenez de cette période? C'était long, c'était dur, mais alors moi personnellement ça a été très salvateur parce qu'en fait, moi je suis arrivé au procès, pas que je m'étais pas intéressé à ce qui s'était passé, mais je voulais pas rentrer dedans. Par exemple, Edith, la jeune femme que j'ai rencontrée pendant l'attentat, elle lisait tout, elle s'intéressait à tout et elle avait une vraie connaissance des choses. Et donc quand elle est arrivée au procès, elle avait déjà beaucoup de choses en tête. Et en fin de compte, elle avait juste des fois à remettre les choses en place. Moi, personnellement, je ne savais rien. J'avais juste regardé le documentaire de Netflix, en 3 parties. Qui d'ailleurs, vous le dites dans le livre, hein, c'est le moment aussi où vous avez réellement réalisé ce qui s'était passé. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Enfin, je l'ai vu aussi. Vous n'étiez pas seul à pleurer devant votre écran, même si nous n'étions pas dans le Bataclan. Je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience avec ce travail-là. Mais vous, ça vous a aussi permis à vous rendre compte de l'ampleur de ce que vous avez vécu et de ce qui s'est passé aussi autour. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, quand on était à l'intérieur du Bataclan, on ne savait pas ce qui se passait dehors. Moi, je l'ai appris vers minuit, quand ma compagne m'a dit il y a eu d'autres attentats. J'ai l'impression que c'était la guerre dans Paris, c'était le chaos complet. Et en fait, c'est vrai que ce procès, moi, quand je suis arrivé, j'y étais comme un cours d'histoire, en fin de compte. Je suis rentré un jour dans la salle. Le premier jour, j'y étais par hasard avec Edith. Là, tous les deux, on a regardé un peu ce qui se passait. C'était un énorme barnum, c'était incroyable. Enfin, des journalistes, en plus, le premier jour, des journalistes partout. Du monde, des gens qu'on connaissait, qu'on avait croisés aux commémorations, d'autres personnes qu'on a rencontrées là-bas. Et puis au fur et à mesure, je suis rentré dedans, un petit peu au début, beaucoup plus au fur et à mesure. Les témoignages du mois d'octobre ont été alors extraordinaires évidemment parce que j'ai entendu, mais surtout un grand moment pour moi de cohésion. Ouais, de cohésion, mais en même temps, alors moi j'ai appris des choses. J'ai appris qu'on n'était pas tous égaux en plus comme victimes. J'ai appris que par exemple les victimes du Stade de France n'étaient pas aussi bien pouvait traiter que nous, on avait pu l'être. J'ai appris que les victimes des terrasses se sentaient aussi des fois lésées parce qu'on parlait tout le temps du Bataclan. Donc c'est effectivement, psychologiquement, c'est pas toujours simple non plus quand votre attentat est minimisé par rapport à d'autres. Enfin, voilà. C'est quand même des ressorts psychologiques qui sont quand même compliqués, hein, c'est vrai. J'ai appris plein de choses. Et plus on avançait dans le procès, à la fin, à partir de janvier 2022, j'y vais tous les jours. Je n'ai quasiment raté aucune journée. Et heureusement que j'avais des amis qui faisaient des chroniques, donc je pouvais savoir quand j'y allais pas. Mais en attendant, j'ai appris des choses. J'ai été comme un cours d'histoire. J'avais certaines choses en tête en me disant oui, on a un manque de moyens, mais ce que j'ai vu pendant le procès m'a confirmé tout le problème que j'avais un peu supposé. Et effectivement, je me suis retrouvé un petit peu bouche bée dans tout ça, quoi. Et devant l'ampleur du truc, devant des accusés qui étaient aussi particuliers, vous avez vraiment une brochette d'accusés qui est un peu... c'est incroyable, quoi. Vous avez tout, hein, c'est fou. Et donc, en fin de compte, moi, le procès m'a été salvateur. Et d'ailleurs, le bouquin est sorti avant la fin du procès, mais moi, le procès... Je finis le procès, je suis à 122 kilos, je crois. Aujourd'hui, j'en fais 104. Derrière le procès, d'un seul coup, et en fin de compte, physiquement et mentalement aussi. Et j'ai un ami qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit quand on était à la barre, on a déposé. On dépose. Et ben en fin de compte, moi, j'ai déposé mon espèce de Bataclan que j'avais en moi, qui était un peu une espèce de boule, une boule de 14 ou 18 kilos bientôt. Et cette boule-là, je l'ai déposée ce jour-là. Et en fin de compte, à la fin du procès, une fois que tout était réglé. Et qu'à partir de ce jour-là, et moi j'arrêtais pas de le dire, j'avais entendu Arthur Denouveau, qui est le président de l'association Life for Paris, qui est une association de victimes des attentats de Paris, dire moi je veux être une victime d'attentat à la retraite. Et moi ça m'avait marqué. Et le jour que le procès s'arrêtait, je me suis dit hop, changement de vie, je suis une victime d'attentat à la retraite, même si évidemment je le suis toujours, mais en fin de compte, je voulais plus que ma vie tourne autour de ça. C'est ça aussi qui m'a permis à un moment donné de perdre du poids et d'essayer de passer à autre chose. Sauf que, vous le voyez aujourd'hui, on passe pas réellement à autre chose. Tous les 13 novembre qui reviennent, forcément, on passe pas à autre chose.
Et puis les attentats dans ce moment, effectivement, ça me... Et c'est une question justement que je voulais vous poser, parce que je lis dans le livre, vous parlez, alors il y a le temps de s'accepter victime, de se faire reconnaître en tant que victime, et après moi ma question c'était est-ce qu'on est victime à vie? Puisque j'ai reçu Sarah Baruch ici, on parlait des violences faites aux femmes, elle a vécu ça avec son premier mari, et aujourd'hui elle le dit fièrement, j'ai été victime de violences, je ne le suis plus aujourd'hui. Est-ce que quand on vit un attentat, le fait déjà qu'il y en ait d'autres, qu'il y ait une date anniversaire, est-ce que ça empêche d'un jour se libérer complètement de ce statut de victime? Donc là, c'est quand même assez frais, parce que malheureusement, et contrairement à ce que les gens peuvent penser, 8 ans, c'est quand même pas beaucoup pour s'en remettre de tout ça. Parce que c'est aussi un truc qu'on entend souvent, c'est vas-y, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, passe à autre chose. Bah non, ça fait 8 ans et c'est quand même compliqué. Mais effectivement, moi je veux pas que quand je viens vous voir, ou quand on me présente quelque part, on dit voilà, Bruno Poncet, victime d'attentat. Ouais, effectivement, c'est ce qui m'est arrivé. Mais Bruno Poncet, à 8 ans, il a perdu son père. Je ne le mets pas dans mon CV. Donc victime d'attentat, c'est pareil, ça fait partie de ces traumas d'une vie. Évidemment, c'est spectaculaire parce qu'évidemment, l'acte en lui-même est extraordinaire et l'ampleur, voilà. Sauf que ça reste un trauma que moi j'ai eu, comme j'en ai eu d'autres en fait. J'ai eu un accident de moto à 20 ans, j'ai perdu mon père quand j'étais tout petit, enfin voilà. C'est comme ça. Et donc moi, je voulais pas que ma vie soit conditionnée par le fait que j'étais une victime d'attentat. Donc effectivement, une fois que le procès s'est fini et que moi j'avais... Alors après, mon procès pénal aussi était fini pour moi dans l'indemnisation. Moi, c'est vrai qu'à la fin du procès, à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, le livre est sorti, je referme le livre, je vais le mettre dans une bibliothèque, et avec, je vais mettre tout le reste en fin de compte. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je peux appréhender les choses un peu différemment, peut-être un peu plus légèrement sur les choses. Mais par contre, effectivement, la date, en revenant, là, on est à 3 semaines du 13 novembre, effectivement, ça commence à piquer un peu. Il y a des choses, les commémorations, c'est un moment très fort pour nous. Moi, je sais que j'en rate aucune. Je ne veux pas les rater. Celle que j'ai ratée en 2020 à cause du Covid, je peux vous garantir que j'ai toujours mauvaise. Parce que on était tous chez nous. On savait qu'il y avait des commémorations qui étaient hyper légères, c'est-à-dire qu'il y avait 3-4 personnes qui étaient sur place, et nous on se dit mais pourquoi, enfin voilà, on se sentait vraiment pas bien en fait. Ça a été vraiment, on avait un vrai besoin viscéral d'être ensemble. Et donc, et là ça continue, et donc effectivement, le 13 novembre, on sera en commémoration, enfin voilà, je vais retrouver mes amis. Des amis que vous aviez avant, mais des amis que vous vous êtes fait pendant aussi, alors que ce soit ce jour-là, on parlait d'Edith tout à l'heure, mais aussi les gens que vous avez côtoyés pendant la durée du procès. C'est indispensable, ça arrive à chaque fois que finalement les victimes créent des liens entre elles? J'ai pas l'impression, et en plus évidemment c'était un procès hors norme, vous savez, vous êtes... on avait une salle qui a été construite que pour nous, au tribunal, on était qu'entre nous, on était choyés, on avait un cordon, alors un cordon, on avait chacun notre couleur, les journalistes c'était les leurs, les avocats avaient la leur, les gens du tribunal avaient les leurs, enfin c'était incroyable. Et nous, les victimes, on se reconnaissait entre nous, on commençait à se connaître, et donc en fait, effectivement, on a lié des liens, parce que pendant 10 mois, on s'est vu quasiment tous les jours, en fait. Et qu'à un moment donné, à chaque coupure, on se parlait, on donnait notre ressenti, on dit tiens, j'ai ressenti ça, que tu en penses la même chose. Enfin, c'était vraiment... ouais, effectivement, pendant longtemps, ça fait un bloc. Après, comme tout le temps, vos affinités d'amitié ne se font pas uniquement parce que vous êtes victime d'attentat. Ça voudrait dire qu'en fin de compte, et moi je l'ai vu avec Edith. Avec Edith, au départ, on se retrouve dans ce truc-là. Et quand on sort, on se perd de vue, on se recontacte 2 jours plus tard. Son mari m'avait cherché sur Internet, enfin voilà, machin. Sauf qu'en fait, avec Edith, tous les deux, on s'est dit la même chose. C'est pas parce qu'on s'est rencontrés qu'on a vécu cette chose-là en commun. Qu'on est obligé de... qu'on peut être amis, en fait. Si, par exemple, alors moi, je vais parler pour moi, si, par exemple, Edith, ça avait été une nazie qui vénère le Rassemblement National et les nazis, peut-être que je ne peux pas m'entendre avec ce genre de personnes, en fait. C'est pas parce qu'on aurait été ensemble dans l'attentat et qu'en fin de compte, on avait une interaction pendant l'attentat qu'on allait devenir amis, en fait. Sauf qu'avec Edith, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait des goûts en commun, un humour en commun qui n'est pas toujours très sain, qui n'est pas toujours un peu noir par moment. Et donc, effectivement, on est devenus amis avec Edith parce qu'en fin de compte, si on s'était rencontrés dans une cour d'école ou au boulot, je pense qu'on serait devenus amis. Mais par contre, pareil pendant le procès. Moi, j'ai rencontré des gens avec qui je me suis bien entendu, d'autres un peu moins. Aujourd'hui, j'ai des amis vraiment qui sont issus du procès avec qui je suis vraiment très proche. On communique encore. J'ai une amie Babou qui sort bientôt un bouquin. On en a discuté, a fait un vernissage jeudi. Enfin voilà, on a discuté que ça. Donc en fin de compte, on a des vrais liens très importants. Et puis avec d'autres, des liens plus légers. Mais par contre, quand on se voit, il y a quelque chose en commun. Cette histoire du procès a quand même tissé des liens en fait. Et par exemple, on s'est vu à l'Assemblée Générale de Life for Paris là, au mois de septembre. On est content de se voir. En fait, on boit un coup ensemble. Et même si on ne se revoit pas dans l'année, on est content de se voir. Et puis il y en a d'autres avec qui on se revoit dans l'année, puis avec qui d'autres on se voit régulièrement. Enfin voilà, c'est comme les amis en fait. Vous avez des amis très proches, des amis un peu moins proches, mais
c'est ça qui était bien en fait. Ça a mis de la lumière et un peu de joie dans tout ça en fait. Et c'est de trouver le positif dans des moments si difficiles. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans la vie. C'est toujours trouver le positif dans ce qui arrive. La bouteille à moitié pleine. Et je me permets, vous m'en voudrez pas, de parler aussi d'un autre livre, moi, qui m'a bouleversé, que j'ai pas terminé parce que j'ai du mal à le lire, honnêtement. Il faut le lire avec parcimonie parce que c'est Guillaume Oda qui a suivi lui aussi le procès, la totalité du procès, qui avait beaucoup tweeté à l'époque, c'est au Cherche Midi, Jeune à crever, dans lequel il relate bien les paroles des gens qui étaient à la barre justement et qui déposaient. Alors ça peut paraître parfois compliqué de devoir nous récupérer ça, mais c'est un livre qui est très important, je pense, et qui fait partie de l'histoire de France, à lire aussi. Comme le vôtre, je le rappelle, celui de Bruno Poncet, coécrit avec Anthony Verdeau-Bellaval, c'est La joie comme vengeance à Michel Lafon. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Avant de se quitter, peut-être un message que vous pourrez faire passer à des gens qui, tant qu'on n'a pas vécu les attentats, on a beau lire, on a beau vous lire, on ne vivra jamais ça et on ne saura jamais quelle est l'importance et la difficulté de ce que vous avez vécu. Je voudrais dire, enfin moi, on l'a écrit, mais de dire aux gens qu'en fin de compte, quoi qu'il vous arrive dans la vie, en fait, même le plus grave, même le pire, et des fois le pire, c'est pas un attentat, le pire, ça peut être une séparation, la mort d'un proche, une maladie. Il y a toujours de la lumière au bout, quoi qu'il arrive. Il y a un chemin vers la lumière, il y a un chemin vers le retour à la joie, un peu d'insouciance. Mais surtout, c'est que, en fait, on est tous responsables de l'ambiance qu'on met dans notre vie tous les jours, au travail, dans notre famille et tout. Et moi, je suis un vrai partisan du vivre ensemble. Et je trouve réellement qu'on peut prendre des leçons par plein de personnes sur le vivre ensemble, mais je pense qu'on est tous responsables du vivre ensemble. Et quand je vois qu'en ce moment, on aurait besoin un peu de réconciliation nationale, en fait. Et moi, je voudrais réellement que les gens n'oublient jamais qu'en fait, il n'y a qu'une seule race, mais il y a plusieurs couleurs. Et c'est juste ça. Et qu'on ne devrait pas toujours penser plutôt à ce qui nous divise, mais plutôt à